Première édition du mois de septembre 2023. C'est un plaisir de vous retrouver à cet autre numéro du round-up de l'actualité de la semaine. MNZ à la technique, restez pour vous servir. Bonsoir et bienvenue. Le Gabon respectera l'ensemble de ses engagements avec ses partenaires nationaux et internationaux, ainsi que l'ensemble des accords bilatéraux et multilatéraux qui vont dans le sens de l'essor du peuple gabonais. La dissolution des institutions de la République est temporaire. Il s'agit de les réorganiser afin d'en faire des outils plus démocratiques et plus en phase avec les normes internationales en matière de respect des droits humains, des libertés fondamentales, de la démocratie et de l'état de droit, mais aussi de la lutte contre la corruption qui est devenue monnaie courante dans notre pays, le blanchiment des capitaux et surtout la préservation de l'environnement. C'est lui qui fait l'actualité au Gabon depuis quelques jours. Celui qui est porté en triomphe par ses camarades, c'est le général Olingi Nguema, le commandant en chef de la garde républicaine du Gabon. Il est entré dans l'histoire comme le libérateur du peuple gabonais de la dynastie Bongo. Des scènes de réjouissance étaient observées dans tout le pays. Libreville, Port-Gentil et dans toute la diaspora africaine en général. Ces événements se déroulent entre le 30 et le 31 août, les jours qui précèdent la tenue des élections au Gabon. En effet, environ 847 électeurs ont été appelés aux urnes pour les élections générales du samedi 26 août. Dans l'attente des résultats, le peuple gabonais est privé de la connexion Internet et dans la foulée, les signaux des médias français RFI et France 24 sont suspendus. Sur les réseaux sociaux, le dépouillement des urnes donne le candidat Albert Ondonsa largement vainqueur devant le président sortant Ali Bongo. C'est un coup de tonnerre que reçoivent les Gabonais le petit matin à 5 h quant à la surprise générale Ali Bongo élu et donné vainqueur de ces élections. La suite, c'est cette intervention à la télévision gabonaise. Ce jour, 30 août 2023, nous, forces de défense et de sécurité, réunis au sein du comité pour la transition et la restauration des institutions, CTRI, au nom du peuple gabonais et garant de la protection des institutions, avons décidé de défendre la paix en mettant fin au régime en place. À cet effet, les élections générales du 26 août 2023 ainsi que les résultats tronqués sont annulés. Les frontières sont fermées jusqu'à nouvel ordre. Toutes les institutions de la République sont dissoutes. Très vite, le nouveau homme fort, comme l'a qualifié nos confrères de RFI, va tracer l'itinéraire de sa période de transition. Le Gabon respectera l'ensemble de ses engagements avec ses partenaires nationaux et internationaux, ainsi que l'ensemble des accords bilatéraux et multilatéraux qui vont dans le sens de l'essor du peuple gabonais. La dissolution des institutions de la République est temporaire. Il s'agit de les réorganiser afin d'en faire des outils plus démocratiques et plus en phase avec les normes internationales en matière de respect des droits humains, des libertés fondamentales, de la démocratie et de l'état de droit, mais aussi de la lutte contre la corruption qui est devenue monnaie courante dans notre pays, le blanchiment des capitaux et surtout la préservation de l'environnement. Pendant ce temps, ses camarades étaient à pied d'œuvre pour les interpellations dans le pays. Le président de l'Assemblée nationale, le fils de Ali Bongo, Noureddine Valentin Bongo, avec des milliards de francs CFA saisis, tout comme certaines perquisitions qui ont cours. Ce samedi, les nouvelles autorités de Libreville décident, avec effet immédiat, de la réouverture des frontières terrestres, maritimes et aériennes à compter de ce samedi 2 septembre 2023. Alors que le président déchu Ali Bongo a, dans une vidéo, appelé ses amis extérieurs de faire du bruit. Son épouse Sylvia Valentin Bongo, quant à elle, a décidé de poursuivre devant la justice française les nouveaux hommes forts du palais de bord de la mer pour, je cite, détention arbitraire.
Précisons pour sortir de l'actualité gabonaise que le général Olingue, président de transition, prêtera serment ce lundi 4 septembre devant la Cour constitutionnelle. Au Cameroun, l'actualité est restée cristallisée sur le putsch au Gabon voisin. La chute d'Ali Bongo a fait les choux grasses de la presse camerounaise, alors qu'un communiqué officiel du gouvernement signé par René Emmanuel Sadi condamnait le coup d'État en appelant un retour à l'ordre constitutionnel. Certains observateurs de la scène politique camerounaise soutiennent que le putsch du Gabon fait peur au régime de Yaoundé, brandissant pour preuve, comme au lendemain des coups d'État en Afrique, Paul Biya qui fait des remaniements dans l'armée camerounaise, comme on peut le voir sur ces extraits. Pour d'autres encore, la série des coups d'État en Afrique ne s'arrêtera pas au cas du Gabon. Ça va mal se finir. Moi, je vous fiche mon billet que d'ici à la fin du quinquennat du président Macron, il va y avoir encore des pays qui vont tomber, des régimes qui vont tomber. Vous pensez à qui? Le Cameroun de Paul Biya, voilà. Le Congo-Brazzaville de Sassou Nguesso, par exemple. Et peut-être encore, et le Tchad, il peut y avoir encore du mouvement. L'actualité camerounaise a été marquée également par cette scène unique devenue virale sur les réseaux sociaux. Dans ces vidéos, l'on aperçoit plusieurs jeunes filles qui torturent une jeune adolescente, la nommée Maureen, âgée de 16 ans, accusée d'avoir haché le copain de l'une de ses filles indexées dans l'acte criminel. Les faits se sont déroulés le week-end dernier dans l'un des quartiers de la capitale économique, au lieu-dit 4e étage du quartier Mabanda à Douala. Elle séquestre, déshabille, bastonne et rase les cheveux de Maureen. Dans une autre vidéo, on aperçoit toujours la même bande de filles couvrant d'injures la victime nue. Elle se fera molester. La victime, dans un état critique, sera internée au sein d'une formation sanitaire de Douala. Ses présumés bourreaux déjà aux arrêts se nomment respectivement Tchekefoge Maureen Mesbin, 21 ans, Adiaba Bessa Jeanne, 19 ans, Fonjol Zomendel, âgé de 17 ans. Une enquête a été ouverte. Terminons ce chapitre du Cameroun avec l'affaire de notre confrère Martinez Ogo qui avait été enlevé, torturé et tué. Cette semaine, l'on apprend que le lieutenant-colonel Justin Danwe a demandé à ce qu'une partie de l'oreille de Martinez Ogo soit coupée. L'information est contenue à la page 3 du rapport de la commission d'enquête mixte police-gendarmerie prescrite par Paul Biya sur l'assassinat du journaliste. Selon ce rapport, l'adjudant chef Ebo est celui qui avait pris la cible par les cheveux pour le sortir de la voiture. Ensemble, ils ont brutalement déshabillé la victime. Il lui a versé de l'huile de palme et de farine sur le corps, la roué de cou avec un câble flexible de 5 cm de diamètre, selon ses déclarations. Il a soutenu lui avoir introduit le dit câble dans l'anus pour l'obliger à fermer ses jambes afin de le ligoter. Il a enfin affirmé que le nommé Gandhi Oumarou Vincent était chargé d'entailler l'oreille de la cible conformément aux consignes du lieutenant-colonel Danwe. En RDC, au moins 48 civils et un policier ont été tués mercredi 30 août à Goma dans une opération militaire destinée à empêcher une manifestation contre l'ONU en République démocratique du Congo, selon un nouveau bilan du jeudi 31 août des sources locales et d'après un rapport de l'armée consulté par l'AFP. Dans ce document interne des forces armées congolaises consulté par l'AFP et authentifié par des sources militaires et du renseignement, le bilan de l'opération de mercredi s'élève à 48 morts et 75 blessés côté de manifestants ainsi qu'un policier tué. Toujours en RDC, selon un rapport confidentiel de l'Agence nationale des renseignements ANR, consulté par nos confrères de RFI, les services de renseignement militaire seraient l'auteur de la mort de l'opposant Chérubin Okende, dont le corps avait été retrouvé le 13 juillet dernier à Kinshasa. Au Niger, partira pas, l'OTAN semble encore monter d'un cran entre Paris et Niamey. Les autorités nigérianes menacent de recourir à la force pour expulser l'ambassadeur de France. Son immunité diplomatique lui a été retirée et son visa annulé. Depuis cette semaine, entre Paris et Niamey, c'est une vraie démonstration de force qui se déroule. Depuis l'expiration de délai de 48 heures fixé par les hommes forts du Niger. Ce samedi, c'est une marée humaine qui converge dans la ville pour exiger le départ de la France du territoire. Certains observateurs de la scène africaine ne comprennent pas pourquoi la France insiste au pays du général Tiani, alors que cette même France, malgré la condamnation du coup d'État au Gabon, semble apprécier les putschistes de Libreville. Pour d'autres, Emmanuel Macron n'est pas sérieux car il avait lui-même déclaré « Si un État souverain de la région dit « Moi, je n'ai pas besoin de la France ou de la présence internationale sur le plan militaire ou je ne la souhaite pas », nous n'avons pas à y être. Celui qui veut dicter la politique française en Afrique est rappelé à l'ordre dans son propre pays. J'ai souvent dénoncé des exemples caricaturaux comme la surfacturation par des groupes français du train urbain d'Abidjan
ou les profits accumulés par le groupe Bolloré dans les ports ouest africains dont il est parti, sans égard pour les pays concernés. Le coût pour les peuples africains du maintien de ces rapports économiques est exorbitant. Il se nomme grande pauvreté, sous-alimentation, maladies endémiques, insécurité, corruption des élites, migration forcée. Quand allons-nous, et c'est tout cela dont la jeunesse africaine ne veut plus, quand allons-nous comprendre que le rejet de la politique française trouve ici ses racines profondes et ne peut être réduit au succès d'influenceurs russes, turcs, chinois ou d'autres encore? Quand tirerons-nous vraiment les leçons des dizaines d'interventions militaires françaises en Afrique, dont la dernière, Barkhane, est en vérité un échec politique lourd de conséquences? Au Guatemala, la tension ne faiblit pas. Le président élu Bernardo Arévalo a dénoncé vendredi 1er septembre l'existence d'un projet de coup d'État visant à l'empêcher de prendre le pouvoir en janvier après avoir remporté le scrutin du 20 août avec la promesse de lutter contre la corruption. En Haïti, des participants à la marche anti-gang ont été tués par balle. En effet, plusieurs personnes sont mortes samedi alors qu'elles manifestaient contre l'emprise d'un gang dans un quartier de Port-au-Prince, venant s'ajouter aux 2500 individus tués depuis le début de l'année 2023. En Grèce, le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis a estimé jeudi qu'au total, les zones brûlées par cet été par les incendies ont été frappées dans son pays vont dépasser les 150 000 hectares dont une grande partie concerne la forêt de Dadia dans le nord où le feu brûle depuis 13 jours. Ce dernier a été qualifié par la Commission européenne le plus grand jamais enregistré dans l'Union européenne, a indiqué le Premier ministre lors d'un débat au Parlement sur ces feux dévastateurs. En plus bref, terminons ce round-up par cette triste nouvelle. L'ancien international malien Salif Keïta s'en est allé samedi 2 septembre à Bamako à l'âge de 76 ans. La Panthère noire de Saint-Étienne, comme on le surnommait, a été un buteur prolifique dans les années 70 et l'un des plus grands artisans de la domination du club français Saint-Étienne, dont il inspira l'emblème, la Panthère noire. C'est tout pour cette édition du round-up de l'actualité de la semaine. Retrouvons-nous la semaine prochaine, si plaît à Dieu. D'ici là, Martinez ou m'en vôtre. TNG Media, l'innovation à outrance.